tout le monde, encore une fois, bienvenue. Merci d'être ici aujourd'hui pour une autre entrevue Superstar. Et aujourd'hui, c'est un vrai privilège pour moi de recevoir en entrevue Superstar Monsieur Serge Brousseau. D'abord, merci Serge d'être ici. Ben, c'est un grand plaisir pour moi. Quand je dis d'être ici, là, je suis présentement dans son bureau. C'est vraiment... Moi, c'est moi qui devrais te remercier. Merci d'être ici. C'est ce que j'allais dire. Alors, une autre entrevue, on parle ici de quelqu'un de très grand dans l'immobilier, à mon humble avis, qui a laissé sa trace et qui laisse sa trace encore, il est encore ici pour longtemps, je ne sais pas, il va nous en parler. Alors, Monsieur Serge Brousseau, qui a fait partie de la Fédération des Chambres immobilières du Québec, président à la Chambre immobilière du Québec, président pendant 12 ans à l'OACQ, créateur du Collège de l'enseignement immobilier et certainement bien d'autres choses dans sa vie professionnelle comme dans sa vie personnelle. Moi, je suis bien curieuse de lui demander, à savoir que quand tu as commencé dans l'immobilier, Serge, d'abord, tu as commencé dans l'immobilier. Qu'est-ce qui t'a emmené dans l'immobilier? La vision que tu avais, parce que là, on parle de plus de 25 ans, c'est ça, hein? Mm. Et quand tu as commencé, tu avais certainement une vision, tu avais une ambition. Puis aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, elle est comment ta vision dans l'immobilier? Mais je te dirais que j'ai commencé comme plusieurs courtiers d'ailleurs dans un concours de circonstances. Tu sais, souvent les gens commencent dans l'immobilier, c'est pas nécessairement une carrière qui se sont dit OK, je vais faire ma vie dans l'immobilier. C'est malheureusement, il y en a moins par exemple. Mais avant ça, on commençait dans l'immobilier puis on se disait on va voir ce qui va arriver puis si ça fonctionne, tant mieux, on va aller plus loin. Puis ça a été un peu mon cas. Moi, je sais que je chantais à l'opéra, hein? J'étais un chanteur dans le classique. Puis à un moment donné, ben c'est pas facile vivre ici au Québec dans le chant classique. Fait que je me suis dit, hey, ça va être formidable, je vais vendre quelques maisons, puis je vais chanter, la vie va être bonne. Finalement, j'ai chanté plus avec des clients à un moment donné. Puis l'immobilier a pris le dessus. J'ai adoré mon métier et j'ai décidé un jour d'en faire une carrière. OK. Et donc, tu as fait de l'immobilier sur le terrain pendant combien de temps avant de vraiment t'investir comme propriétaire? J'ai fait 7 ans comme courtier, agent immobilier dans le passé, pour après ça prendre la direction du même bureau où j'étais courtier. Et j'ai été après ça directeur dans deux, trois agences différentes pour un moment donné en 95, donc il y a déjà plus de 20 quelques années de ça, fondé mon entreprise qui s'appelle Remax du Quartier. Donc, Remax du Quartier, je pense qu'on l'a dit tantôt, on parle de 4 bureaux, plus de 200 courtiers. C'est beaucoup de monde. C'est du beau monde que tu fais rentrer chez toi. Si tu avais un précieux conseil à donner à un courtier qui commence, parce que je suis sûre que tu as une tonne de conseils, de précieux conseils, un courtier qui commence aujourd'hui dans l'immobilier, ce serait quoi ce petit cadeau-là que tu donnerais là, en conseil? Bien, je te dirais que contrairement à ce que lorsque j'ai commencé comme agent immobilier, lorsque je suis devenu propriétaire d'une agence, là, j'avais un plan. C'était pas la même chose. Là, j'avais pris la décision, vraiment, j'avais un objectif qui était clair dans ma tête. Je voulais être le premier. Je voulais créer une agence, mais je voulais créer une agence différente, une agence de compétences. Puisque je voyais trop d'incompétences dans notre domaine, puis je te dirais de mauvaises images de courtier, puis ça me fatiguait. Et je crois, moi, fondamentalement, à l'importance d'un intermédiaire dans ce monde-là qu'est l'immobilier. Un acheteur, un vendeur, c'est très émotif, hein, l'achat d'une propriété, mais c'est émotif l'achat, mais la vente, ça l'est encore davantage. Donc, à partir de là, je pense que il y a quelque chose à travailler, et j'ai travaillé, je te dirais, depuis, moi, j'ai détenteur de permis depuis 86, fait que ça fait quand même, là, je commence à être vieux, je pense, mais je continue à travailler sur la compétence. Et pour répondre à ta question, parce que j'ai toujours un préambule, moi, avant mes réponses, correct, je te dirais que la compétence, ça a peut-être l'air cliché de dire ça, mais d'être compétent dans ce qu'on fait. Et compétent, c'est pas juste de savoir comment rédiger une promesse d'achat, mais la compétence en général, la compétence dans la communication, la compétence dans le savoir-être.
la compétence comment on va même se vêtir pour aller voir un client, d'être à l'écoute, l'empathie. Je me souviens, moi, lorsque j'ai commencé, on avait des cours en communication. Ça faisait partie des 5 cours qu'on devait suivre. Et malheureusement, c'est à peu près comme à l'école. À l'école, ils ont enlevé à un moment donné l'éducation physique, que je trouve aberrant, parce que on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. On a pas oublié une partie, parce qu'aujourd'hui, c'est important aussi d'être en forme physiquement pour bien réussir dans notre vie. Mais la communication, ce n'est que ça qu'on fait dans l'immobilier. De faire la promotion d'une propriété, de parler à des clients vendeurs, de négocier, de finaliser, d'arriver à ce qu'on appelle un closing. Ce n'est que de la communication. Tant qu'à moi, la force d'un individu dans l'immobilier, c'est comment il communique son savoir, puis comment il communique dans l'écoute aussi. C'est pas juste de parler, c'est de bien écouter. Moi, si j'avais un conseil à donner à un nouveau courtier, c'est d'apprendre avant tout à bien communiquer. D'ailleurs, écoute, c'est parce que ça me revient une image. Si, quand tu as commencé dans l'immobilier, tu avais comme ambition de faire une carrière de chanteur, parce que chanter, être sur scène, puis je pense que tu chantes encore. J'ai eu l'occasion de t'entendre chanter, puis c'est vrai, je chante vraiment bien. C'est aussi comme communiquer, communiquer des émotions, communiquer des expressions. Et oui, je suis d'accord avec toi que d'apprendre à communiquer, c'est pas nécessairement comme d'apprendre par cœur les grandes techniques de vente. Sont essentielles les techniques, quand on comprend les grands principes dans les techniques, mais d'être capable justement de pouvoir s'appartenir dans ces techniques-là, les incarner dans la communication pour être capable justement de comprendre son client, d'emmener son client, de le guider. Et ça, pour toi, c'est de la compétence. Ça fait partie de la regarde, compétence. Moi, je donne peut-être une 50aine de conférences par année, puis je dis toujours, celui qui apprend le plus dans une conférence, c'est le conférencier. Parce qu'on est obligé de verbaliser nos pensées. Et c'est souvent ce qui est le plus difficile. On demande à des courtiers, pourquoi je prendrais un courtier? Tous les courtiers savent pourquoi ils prennent un courtier. Mais de bien le verbaliser, des fois, il y en a qui ont même de la misère. Fait qu'à partir de là, je pense que c'est ce qui est important, d'être capable de dire ce qu'on pense et de le dire surtout au bon moment. Ouais, j'aime vraiment ça, parce que c'est vrai qu'il devrait y avoir une formation que sur la communication. Et dis-moi, ton grand coup de cœur en affaires, depuis que tu es dans le monde des affaires, on parle de quoi? Ben, mon grand coup de cœur est probablement de me mettre au défi à tous les jours. Tu sais, je dis toujours, la vie, c'est un combat, mais pas dans la mauvaise façon. Ouais. Mais à tous les jours, on doit se repositionner face à des individus, face à son travail, face à sa famille, face à son conjoint, sa conjointe, ses enfants. À tous les jours, il faut s'orienter différemment, puis faire de chaque instant un succès. La réussite, c'est pas un événement. La réussite, pour moi, c'est à chaque pas, on s'en va vers la réussite. C'est de dire bonjour mieux à quelqu'un. C'est d'être plus présent dans notre travail. C'est d'aimer ce qu'on fait au départ. La base est là. Quand on aime ce qu'on fait, notre visage est différent, nos épaules sont différentes, notre maintien est différent, puis on réussit mieux. Ça commence là. J'aime tellement ça. Écoute, si tu avais une baguette magique pour apporter une solution, s'il y a une solution à apporter dans l'industrie actuellement, je pense que je parle à une bonne personne pour être capable de partager ensemble. Bon, est-ce que tu vois une problématique à court terme qu'il faudrait solutionner actuellement? Puis si tu avais cette solution-là, ce serait sur quelle solution tu apporterais peut-être une amélioration? Je te dirais que il faudrait arrêter dans le courtage immobilier de travailler que pour la rétribution. Okay. Il faudrait travailler. La rétribution est une conséquence à un travail bien fait ou à un travail mal fait, je te dirais. Tu comprends? Donc, si on travaille pour aider nos clients, si on travaille pour aider nos acheteurs à trouver vraiment ce qu'ils recherchent, à aider nos vendeurs dans leurs problématiques, parce que s'il y en a, les gens ne vendent pas juste
toujours pour avoir du plaisir. Là. Ils vendent par obligation, à cause d'une séparation, à cause d'un décès, puis tout ça. Puis souvent, nous autres, on est là, on va-tu l'avoir à la maison, puis là, je vais charger combien de rétribution? C'est-tu 4%, 5%, 6%? Je vais-tu laisser le client vendre par lui-même? Je vais-tu faire ça? C'est toute notre préoccupation. Quand au départ, si on faisait un bon service, notre rétribution serait plus facile à gagner. Puis à un moment donné, d'avoir... Je regarde des fois des panneaux publicitaires extérieurs avec des rétributions annoncées, des coupages de rétribution, puis tout ça. Il faut s'éloigner de ça. Notre profession n'est pas qu'une question d'argent puis de pourcentage de rétribution. Il y a un service qui est amalgamé à ça. Et on s'en aperçoit de plus en plus. Les gens qui réussissent aujourd'hui réussissent mieux. Puis les gens qui sont faibles sont plus faibles qu'ils l'étaient avant, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de possibilités, autant en termes de promotion qu'avec l'Internet, les Facebook de ce monde, notre réseau et tout ça. Donc, les gens qui ont compris de bien faire les choses, eux autres sont capables de bien réussir, puis ils prennent du marché. Et là, on le voit autant chez les individus que chez les agences immobilières, ou les agences immobilières qui donnent encore beaucoup de services, parce que moi, mes clients, c'est pas l'acheteur ou le vendeur, c'est mes courtiers. Mm-hmm. Et je me dois de leur donner un bon service pour les aider à exceller dans leur travail. C'est mon objectif. Mm-hmm. Et c'est mon objectif depuis le premier temps. Peut-être pour ça que ça va pas si mal. Oui, certainement. Donc, ce que tu es en train de me dire, Serge, c'est que si on avait quelque chose à améliorer dans notre pratique professionnelle, c'est de ne pas travailler que pour la rétribution ou pour la commission, parce que si on est compétent, si on fait le travail parce qu'on aime le travail, parce qu'on a cette passion, parce qu'on va contribuer à la richesse d'une famille, d'un client, si on le fait pour les bonnes raisons, ben à ce moment-là, on n'a pas à se soucier, à savoir que s'il y a un coupeur de commission à côté ou si on fait juste ce qu'on a à faire puis on est rémunéré pour pour la valeur qu'on s'est donnée. Complètement. Parce qu'au départ d'entrée de jeu, moi où j'encourage les courtiers, c'est d'abord d'être convaincu de sa valeur, d'abord de définir sa politique de rétribution, puis autant qu'il se donne de la valeur par rapport à ce qu'il va donner, autant il va avoir le mérite de la recevoir. Oui, puis tu sais, des fois, on peut en perdre. Oui. Hein? Mais c'est comme en affaires. Je me suis aperçu d'une chose lors de différentes réflexions, puis où des fois, j'ai fait de l'acharnement. Depuis que je suis en affaires, où, tu sais, des fois, tu es avec des gens, ça fit. Tu sais, il n'y a pas nécessairement le bon fitting. Puis que tu veux vraiment. Puis autant avec des employés, des fois, que des courtiers, où j'ai forcé la note pour que ça fonctionne. Puis je savais au départ que finalement, il n'y aurait pas de finalité, ça ne fonctionnerait pas. J'aurais dû lâcher. OK, c'est bon. J'aurais dû lâcher. Fait qu'il y a des clients qu'on peut perdre parce que c'est pas un bon client pour nous. On n'est pas le match parfait. Ben, on devrait passer à d'autres choses que de s'obstiner. Dans la vie, j'apprends des choses, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il faut choisir nos batailles. Hein? Exactement. Comme choisir nos clients, on en parle souvent dans nos formations. Être capable de choisir son client quand on parle du secteur ferme, du territoire géographique, le client type. Être capable, justement, d'abord, il y a le côté business, hein, de choisir sa clientèle. Bon, cette clientèle-là, au niveau de la business, on sait qu'elle va générer un chiffre d'affaires, mais il faut aussi qu'il y ait une compatibilité, une affinité. Complètement. Parce qu'on parle avec le genre humain, là, on est dans une industrie où on est continuellement dans la relation, donc c'est vraiment important de voir que quand ça ne fit pas, il faut lâcher prise, puis de voir que quand on choisit davantage son client idéal, ben, à ce moment-là, on se donne plus de chances justement de générer notre business. Ben, c'est pour ça que la sollicitation et la prospection, il faut en faire beaucoup pour trouver le client idéal pour nous. Tu comprends? Si on trouvait un client idéal par semaine, on serait tous très heureux. Je comprends. Oui, je suis d'accord avec toi. Serge, j'ai envie de te demander, ton plus grand succès, ce serait lequel? J'ai de la difficulté à définir ça, mes succès, parce que je suis quand même... je suis quand même assez humble dans mes affaires. Moi, c'est du succès. On crée je crée à tous les jours des petits succès, probablement des grands succès. Probablement que celui que c'est peut-être ma persévérance. Ma persévérance à aider
cette industrie-là, qui est le courtage immobilier, à continuer à avancer puis à se remettre en question sans arrêt. Tu sais, j'ai été quand même presque 12 ans impliqué à la Chambre immobilière du Grand Montréal pour en devenir président en 97. J'ai été 12 ans à la présidence de l'OACIQ, mais j'ai aussi été membre du conseil d'administration d'autres années. J'ai investi certainement 25-26 ans de ma vie sur le courtage immobilier et la création du CEI aussi, au départ, c'était vraiment pour amener les gens à une plus grande compétence. Puis on a encore du travail à faire dans ce domaine-là. Pas juste parce qu'on est incompétent, loin de là, mais parce que l'immobilier avance et s'améliore sans arrêt. Et les moyens de faire de l'immobilier ne sont pas les mêmes que lorsque j'ai commencé en 1986, on se comprend. C'est pas, on parle de... C'est un autre travail. Nos obligations sont beaucoup plus grandes qu'on avait avant. Mais ça me fait toujours rire. À toutes les fois, moi je dis à toutes les fois que l'OACIQ, ou peu importe la réglementation, vient faire en sorte de monter la barrière, c'est juste bon pour nous autres parce qu'on devient plus important encore dans une transaction immobilière au lieu de dire ça n'a pas d'allure tout ce qu'ils nous demandent. Non, tant qu'à moi, c'est parfait, on arrive là. Fait que j'ai pas fini, puis je suis encore un adepte d'amélioration dans nos affaires et c'est peut-être pas aussi tangible, mais si un jour, quand j'arrêterai de travailler, on pourra pas dire que j'ai pas été impliqué dans mon milieu, ça c'est sûr. Comme je le disais d'entrée de jeu, alors Serge est un homme qui laisse essentiellement sa trace dans une profession, une carrière, une entreprise. Tu t'es énormément investi, tu t'investis encore beaucoup. Mais ce que j'ai envie de te demander, parce que après 12 ans à l'OACQ, 12 ans à la Chambre immobilière, plusieurs années à t'impliquer dans les organisations, aujourd'hui, est-ce qu'on pense à une retraite? Est-ce qu'on pense à prendre ça un petit peu plus relax? Comment tu te sens? Parce que c'est beaucoup d'implications, là. Oui, mais je suis pas à ma retraite. Je vais te dire, ça commence à être plus plaisant encore. OK. On va comprendre qu'après, ça fait 22 ans que j'ai mon entreprise. Puis je commence à être un peu plus confortable. Tu sais, c'est important, puis les gens connaissent mes valeurs d'entreprise. Donc, les gens qui se joignent à mon entreprise me connaissent les valeurs qu'on a chez nous, et je suis moins inquiet. OK? Donc, c'est une grande chose. Depuis 2 ans environ, j'ai créé une entreprise qui s'appelle B2 Consultants où je fais beaucoup de coaching, de mentorat avec des individus qui veulent avancer, avec d'autres entreprises aussi, puis avec des groupes d'individus. J'adore ça. Ah, wow. J'adore ça, le partage de connaissances, à savoir où on s'en va dans l'immobilier aussi. Donc, moi, j'enseigne pas nécessairement des façons de faire. Je prends des individus comme ils sont, je regarde leur potentiel et on travaille ça. Tu sais, on prend des formations à tous les années. Moi, je vais à Chicago, je vais en Californie, je vais voir ce qui se passe dans d'autres mondes. Mais je serai jamais comme un gros preacher en Californie. Telle affaire. J'ai pas la même physionomie, j'ai pas la même voix, je viens pas du même milieu. Par contre, il y a des choses qu'on peut retirer de ces gens-là et on fait de nous, à un moment donné, le cumul des gens qui sont super professionnels alentour de nous, puis on essaie de s'agripper ça pour qu'un jour, quelqu'un nous regarde puis vienne faire la même chose qu'on a fait avec les autres gens. C'est inspirant, c'est vraiment inspirant ce que tu nous racontes là. Si tu avais, là c'est vraiment amusant ce que j'ai envie de te poser comme question, si tu avais à chausser les voitures, excusez-moi, si tu avais à chausser les chaussures d'une personne reconnue, célèbre, pour qui tu as beaucoup d'admiration ou qui t'inspire, qui t'a déjà inspiré, qui t'inspire. T'aurais 24 heures à passer dans ces chaussures-là ou à côté de cette personne-là. Ce serait laquelle des personnes? Ah, mon Dieu, c'est facile pour moi. Ah oui? Oui, c'est sûr. Moi, j'ai une estime incroyable pour Barack Obama. C'est un personnage... Je trouve que c'est une personne digne. Au départ, il est toujours bien vêtu, il est toujours droit, il a toujours l'air épanoui. Il faut penser que ce gars-là, comme président des États-Unis, je sais pas où il trouve la force du travail. Ils sont constamment, 24 heures sur 24, ces gens-là, là, en position de devoir. Et il est toujours ouvert. C'est un personnage ouvert au monde, ouvert à
tout le monde finalement, puis sans peur de prendre des décisions, bien entouré et confiant. J'ai toujours dit, la peur est certainement la plus grande problématique à la réussite. OK? Puis heureusement, je n'ai jamais vraiment très peur. Même en affaires, lorsque j'ai commencé, j'avais pas peur. Tout le monde me disait, t'es fou. Non, je connais pas ça. Ma mère me disait, pense toujours à la pire chose qui puisse t'arriver. Tu sais, quand tu fais quelque chose, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Et ça nous aide à prendre des réflexions. Ma mère me disait toujours, c'est de revenir chez nous, donc retourner chez mes parents, puis dormir là, puis manger mes 3 repas par jour. Fait que je me disais, je risque quoi? Je retourne chez maman, puis elle va me nourrir, puis je vais coucher là. Fait que c'est le pire qui pouvait m'arriver. À partir de là, tu peux faire n'importe quoi. Donc, les gens qui n'ont pas peur réussissent davantage. Je pense pas que Barack Obama, c'était un peu heureux. Je pense pas. Je suis d'accord avec toi. Puis j'aime ça ce que tu dis là parce que j'ai la même philosophie. Alors, quelqu'un qui me demande, moi aussi, comment tu fais pour comme foncer ou comment tu fais pour prendre des décisions, ou à mes enfants, par exemple. À mes enfants, ils ont des grands enfants aujourd'hui. Ils me demandent, devrais-tu aller à droite, aller à gauche? OK, si tu vas à droite, c'est quoi le pire des scénarios? C'est quoi le pire des scénarios qui pourrait t'arriver? Est-ce que c'est si pire? Vis-le, sens-le. Est-ce que c'est si pire que ça? Finalement, on se rend compte que, le plan A, le plan B, j'aime ça. Mais tu sais quoi? Oui. J'écoutais un médecin, un grand psychologue là, reconnu à travers le monde, puis ça, qui disait que les temps où les gens ne pourraient... Les mauvaises choses qui arrivent dans la vie, c'est peut-être 2% de tout ton temps de vie. OK? Je te donne un exemple. Tu as peur d'aller chez le dentiste. Là, c'est ta hantise, le dentiste. Mais ça fait 2 semaines que tu penses au dentiste. Le dentiste va durer finalement 1 heure de temps. Mais ça fait peut-être 75 heures que tu es anxieuse d'aller chez le dentiste. Tu comprends? Si on enlevait cette anxiété-là, ça veut dire qu'on pourrait vivre 96 à 97% de notre temps très heureux. Imagine. Le reste, c'est de l'anxiété que l'on se crée en fonction des choses. Puis on le voit dans notre domaine. La prospection, les gens me disent, pourquoi tu fais pas de prospection? Les clients sont... Non, mais écoute, est-ce que tu en fais? Parce que les gens qui en font, de la prospection, c'est de rencontrer du monde. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pas obligé d'avoir nécessairement tout un schéma, là, telle affaire. Juste être à l'écoute puis d'écouter ce que les gens disent. Inquiétez-vous pas, n'importe qui, là, on trouve des mots. Ça vient tout seul. Fait qu'à partir de là, je pense qu'il y a des choses, vraiment des choses où il faut penser que c'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. En tout cas, pour moi, dans le fond, c'est parce que c'est ça. C'est entre nos 2 oreilles, quand le hamster se met à tourner, finalement, que la peur se prend. Puis j'aime beaucoup l'analogie de la prospection quand tu racontais justement par rapport à d'autres décisions dans notre vie. Mais dans le fond, c'est vraiment cette peur dans les émotions, dans qu'est-ce qu'on veut pas vivre, dans tout ce qu'on se met, puis que finalement, il y a rien souvent de ça qui arrive parce que le hamster, il a juste gagné. Complètement. C'est vraiment ça. Serge, j'ai envie de savoir si tu pouvais me nommer 1 ou 2, si tu pouvais m'en donner 3 grandes valeurs. Chez toi, tantôt, tu nous en as parlé que tes gens, quand ils rentraient avec toi, dans ton environnement, dans ton organisation, qui connaissaient tes valeurs, est-ce que tu peux nous en faire part? Ouais, pour moi, je trouve que ça se perd un peu. Tu sais, quand on parle de valeur, je sais pas si les gens se posent des fois la question. Moi, quand j'engage un nouveau courtier dans mon équipe, je lui en parle de la vision de notre entreprise, mais des valeurs. Je pense que le respect est, à mon avis, une des plus grandes valeurs que l'on puisse avoir. Parce que quand on parle de respect, on parle d'intégrité, on parle de transparence, et tout ça, c'est assez rare que tu respectes quelqu'un et tu lui dis pas les vraies choses, ou que tu n'es pas transparent avec quelqu'un. Et pour moi, c'est prioritaire, le respect avec les collègues de travail. OK? Parce qu'on peut parler, puis le respect, ça l'inclut aussi, nous autres, ce qui est le plus important pour un courtier, la collaboration. Fait que quand tu respectes ton collègue, puis tu sais, il y a un vieux cliché, genre, en tout cas, quand on vieillit, on a beaucoup de vieux clichés, on dit « fais pas à quelqu'un ce qu'on voudrait pas se faire faire ». Puis quand quelqu'un essaie de excusez l'expression, de te bypasser, présenter son offre avant ou n'importe quoi, est-ce que nous, on aimerait ça qu'une chose comme celle-là nous arrive? Fait que pour moi, la plus grande valeur
Puis j'ai pas vraiment de problème avec ça, moi. C'est vraiment ça. Le respect des opinions, le respect des gens, le respect des employés, le respect de nos clients. C'est là-dessus où vraiment je fonde mes affaires. Et je sais pas si on peut dire que c'est une valeur, mais la persévérance. La persévérance, tant qu'à moi, c'est vraiment la clé du succès. OK? Je connais des gens qui ont moins de compétences et qui vont gagner, qui vont réussir par la persévérance. OK? Il y a des gens qui sont beaux, qui sont fins, qui sont intelligents, puis qui réussissent pas. Parce qu'il y en a trop, peut-être qu'il y en a trop, où ils sont assis là-dessus, puis ils attendent que les choses arrivent. Puis il y en a d'autres qui ont pas ça, puis qu'à force d'efforts puis de travail, vont certainement arriver à quelque chose. Puis j'aurais beaucoup d'exemples à donner là-dessus. Donc, quand tu es respectueux, tu es persévérant dans tes affaires, je te dirais que c'est deux valeurs qui sont essentielles ouais, okay. à la réussite. Parce que quand on t'écoute, Serge, t'as l'image du succès vraiment qui vibre autour de toi. On voit que tu as les qualités vraiment pour être capable d'être toujours en avant puis de toujours d'aller de succès en succès dans ce que tu as entrepris, dans ce que tu as entrepris. Tu incarnes le succès, Serge. Donc, sûrement qu'il y a des moments dans ta vie où des fois, ça va moins bien. Ça doit arriver. Tu es un humain comme nous tous. Alors, quand ça va moins bien, c'est quoi ta réaction? Comment tu t'y prends? Est-ce que tu as une activité? Est-ce que il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont choisir une activité, il y en a qui vont y aller. Toi, comment tu t'y prends quand ça va moins bien? Ben moi, deux choses. La première, je dis toujours que ça va bien. Tous les gens qui me demandent comment ça va, parce que le matin, lorsque j'arrive dans mes bureaux, on me dit « Monsieur Rousseau, comment ça va? » Ça va toujours bien. Tu sais quoi? Plus on se répète les choses, plus elles arrivent. OK? Donc, au départ, se dire que ça va bien, puis il faut regarder vraiment quand ça va mal. Tu sais, ça va-tu vraiment mal? T'as bien dormi, t'as bien mangé, t'es en santé. Déjà là, on est en avance sur beaucoup de monde. Pas vrai, tu sais? Fait que, j'essaie de rationaliser, ça va-tu vraiment mal? OK? Première des choses. La deuxième, le temps arrange les choses. Encore là, un cliché, tu vas me dire, mais le temps arrange les choses. Les décès, puis tout ça, c'est juste le temps qui fait en sorte que les plaies cicatrisent, etc., etc. Donc, je le sais pertinemment qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Et pour être plus concret, pour te donner une petite partie de recette, moi, je m'isole dans ce temps-là. Parce que quand je suis avec les gens, je dois bien aller, je n'ai pas le choix. Je représente une entreprise, je suis dirigeant d'une entreprise, j'enseigne à bien fonctionner. On peut pas me voir, moi, en état de faiblesse, je dirais. Malgré que je pleure très souvent. Ah ouais? Oui. Puis j'ai beaucoup de difficultés je suis un être excessivement sensible. Donc, lorsque les gens autour de moi ont de la peine, c'est peut-être pour ça que j'ai tant d'empathie. Ça vient me chercher. Puis les choses malheureuses, ça vient aussi me chercher. Mais quand je m'isole, je m'en vais ailleurs, puis j'essaie de réfléchir à savoir, bon, on va régler ça comment? Et lorsque je peux m'en aller en voyage 3 jours, 1 semaine, dépendant de la problématique, puis j'analyse mes affaires. Il y a quelqu'un qui me disait, juste dans l'entreprise, on pourrait faire ça comme courtier ou n'importe qui est en affaires, de traverser la rue de l'autre côté, de regarder ton entreprise, puis de dire, si j'étais le compétiteur de ce gars-là, je ferais quoi? Puis il y a quelqu'un un comptable à moi, un bon ami, qui m'avait dit ça un jour. Serge, si tu étais ton compétiteur, comment tu ferais pour te battre? Tu sais, pour être meilleur que toi. Puis je peux te dire une affaire, c'est incroyable les choses qui arrivent. Tu sais, les choses que tu penses. Ça peut être des niaiseries. Tu sors en avant de ton bureau, je sais pas, moi, tu as une enseigne lumineuse, puis tu as une lettre qui marche pas depuis un mois. Tu sais,
c'est pas en tout cas ça m'arrivera jamais parce que je suis maniaque là-dessus, mais il faut que tu corriges ça tout de suite, tu comprends? Donc ils disent la propreté dans tes affaires. Moi je reçois des courtiers, même si chez eux des fois les courtiers sont pas impeccables, quand ils arrivent dans leur milieu de travail, ils aiment ça que tout soit agréable et tout ça. Donc c'est important de on dit Serge sort de mes amis moi me disent Suzanne sort de son corps. Suzanne c'était ma mère, elle était très rigide. Puis, en tout cas, elle avait des objectifs dans sa vie et tout ça. Puis, des fois, les gens me disent ça. Suzanne sort de ce corps. C'est qu'il faut sortir de ce qu'on est, s'analyser, puis voir que c'est peut-être pas si grave que ça. Et si c'est grave, il faut vivre notre peine. Alors donc, Serge Brousseau, quel plaisir et quel privilège j'ai eu, que vous avez, vous autres aussi, de venir te rencontrer. Ça a été un moment extraordinaire. On a appris des choses chez toi, Serge Brousseau. On a appris des choses qu'on va pouvoir vraiment prendre en considération. Moi, j'adore tes valeurs, le respect qui rejoint l'intégrité, qui rejoint la contribution. J'en profite pour te dire merci pour ce que tu fais encore. Merci pour tout ce que tu as fait déjà. J'espère qu'on va avoir le privilège de t'avoir encore plusieurs années pour apporter autant de valeur dans notre industrie et parmi tout ton beau monde. Merci beaucoup, Serge Brousseau. Mais il y a une chose qu'il faut faire en fin d'entrevue que je fais toujours. Alors, tu ne feras pas l'exception. On le fait toujours. On a de l'habitude là maintenant. On le fait. Alors, c'est la bise de la fin de l'entrevue. Je te dis un gros merci pour tout. Plein de valeur, plein de richesse. C'est un plaisir. Merci, Serge. Merci. À la prochaine, tout le monde.